Vous êtes chez moi? Oui. Ah non mais arrêtez. Arrêtez. Non, s'il vous plaît. Je sais que ça fait un moment que je suis pas là, mais... Effectivement, oui, je suis revenu. Je vais prendre un verre d'eau. ASMR. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et évidemment, comme le setup l'indique, je vais vous proposer une construction sur les Sims. Mais pas que évidemment, parce qu'on va pas parler que de construction sur les Sims, ça n'aurait aucun intérêt sur cette chaîne, aucun intérêt. Arrêtez, stop. Je voulais vous parler d'une thématique qui m'importe beaucoup, qui est celle du logement collectif. C'est pas très sexy comme sujet, mais c'est pas une raison pour pas parler des sujets importants. Aujourd'hui, il y a un réel enjeu dans la production du logement et je voulais justement vous montrer un contre-exemple pour montrer à quel point on peut faire des choses plus vertueuses qu'on ne le fait aujourd'hui. Parce que ça a bien 5 minutes de construire du logement neuf alors qu'il y a énormément de constructions et de surfaces qui existent déjà et qui n'attendent évidemment que d'être réhabilitées. Et moi je voulais vous parler d'une opération qui s'appelle la filature. C'est un immeuble de logement collectif qui est en fait une ancienne usine qui a été réhabilitée en petit loft sympathique, franchement très mimi comme opération. On va ensemble découvrir, décrypter peut-être même la manière dont on produit du logement collectif, qui est assez intéressant. Et je voudrais surtout vous prouver l'intérêt de réhabiliter du patrimoine pour produire des choses vraiment qualitatives par rapport à du logement neuf. Je vais faire un zoom. On est bien? Comment c'est ma coupe de cheveux? Et mon make-up? Je suis un peu sombre là, non? Bon, c'est pas grave. Voici la magnifique filature, c'est l'objet d'étude de notre vidéo aujourd'hui. Alors là, elle est dans un état un petit peu catastrophique, puisque c'est l'état dans lequel on l'a retrouvée juste avant sa réhabilitation en 2010. Elle a subi évidemment les dégâts du temps, puisque c'est une usine qui a été construite en 1850, si je ne me trompe pas. 1850, qui est une période vraiment florissante pour les industriels, et ils construisent comme ça ce qu'on appelle les châteaux de l'industrie. Et évidemment, on retrouve un petit peu ce vocabulaire de château. On est sur des constructions qui sont ultra massives, ultra imposantes et qui reprennent des codes de l'architecture médiévale avec cette petite tour ici, fort sympathique. Une tour qui avait pour but à l'origine non pas de surveiller les employés, ce serait très mauvais. C'est très méchant, arrêtez monsieur, ça suffit. Mais qui était en réalité un château d'eau donc une forme de grosse citerne qui par la gravité venait faire couler l'eau, hein. Je suis pas ingénieur fluide, au bout d'un moment, vous m'en demandez beaucoup, je veux bien expliquer des trucs, mais ça va, ça... Donc voilà, un petit château d'eau, très sympa, et généralement, ces châteaux de l'industrie sont implantés comme ça, avec tout autour les cités ouvrières, là où logeaient les ouvriers de l'usine, et j'imagine franchement, à l'époque, travailler là-bas. Non, je n'imagine pas travailler, je déteste ça. Il faut s'imaginer à l'époque l'impact qu'ont les industriels sur toute la population, et il y a un truc un petit peu politique quand même, un petit peu chippy. C'est que l'architecture devient un outil pour asseoir un peu la domination des industriels sur les pauvres, tout simplement, sur les gens qui travaillent pour eux. Et il exprime comme ça à travers la construction, avec quelque chose qui ramène dans l'imaginaire à des constructions défensives. Et ça, je trouve ça dramatique. Mais l'avantage, c'est que ce patrimoine est arrivé à nous jusqu'à aujourd'hui, avec des objets vraiment d'intérêt et qu'il faut, selon moi, maintenir. Et on a tout intérêt de réhabiliter ce patrimoine-là, on le verra encore dans le développement de cette vidéo, pour des questions tout simplement de mémoire, parce que ça reste une partie de l'histoire qui est assez importante et qu'il faut conserver, je pense, les édifices qui sont symboliques de ces périodes-là. Aussi la mémoire des ouvriers qui ont travaillé, et de permettre de comprendre la manière dont se sont construites les villes autour de ces industries. Un des intérêts également, c'est la qualité architecturale, puisqu'aujourd'hui, on est incapable de construire encore comme ça. On est sur des procédés constructifs qui sont pas des procédés contemporains, et qui sont ultra flexibles. Par exemple, ici, on est sur un mix de structures briques et métalliques, avec une brique sur toute la périphérie qui forme des piliers et entre deux des remplissages qui peuvent facilement être retirés pour moduler la façade en fonction des besoins. Et à l'intérieur, tout le plancher qui repose sur une structure métallique. On peut très facilement les retirer, les réemployer. Ils avaient anticipé à l'époque et on ne le fait plus aujourd'hui, on ne le fait plus assez. La potentielle transformation future de cette usine. Franchement, beau gosse. Moi, je rêverais de faire des choses pareilles. Et aujourd'hui, maintenant que ces industries ont disparu, il faut trouver un moyen de reconvertir ce patrimoine-là. Et une des propositions qui semble la plus pertinente aujourd'hui, c'est la transformation en immeuble de logement collectif, parce qu'évidemment, on est en pleine crise du logement, je ne vous l'apprends pas. Je ne serais pas dans un 30 mètres carrés si c'était le cas. Et tout ça, c'est bien joli, mais ça va demander quand même une méthodologie un peu particulière, parce qu'en réalité, il y a un lien très fort entre l'usage du bâtiment
et sa forme. Et du coup, notre objectif ici, ça va être de permettre à ce bâtiment d'accueillir des logements qui n'étaient pas sa destination d'origine. Le gros problème qu'on va avoir ici, c'est qu'on est sur un bâtiment extrêmement large, très profond, et on va avoir du mal à assumer des logements aussi profonds, parce que faisons le point, la typologie du bâtiment n'est pas une typologie de logement collectif. Et je vais vous faire un dessin. Je me lève et je te bouscule. Je me lève et je te bouscule. Alors, il existe plusieurs typologies très communes de logements collectifs. La première typologie, c'est le plot, c'est celle qu'on trouve le plus communément aujourd'hui, en tout cas dans les constructions neuves. Le principe est simple, c'est un bâtiment qui va avoir une seule circulation verticale, c'est-à-dire escalier et ascenseur, et qui va desservir en son centre tous les logements possibles pour être le plus économique et efficace. C'est bien évidemment très efficace, mais c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif. Généralement, c'est des immeubles qui vont ressembler plutôt à des boîtes, et on aura des ouvertures comme ça sur les façades assez commune. La deuxième typologie, c'est la barre. Et ça, c'est une option qui a été largement développée dans tout le patrimoine moderne. On est sur des choses beaucoup plus longues, avec généralement plusieurs circulations verticales, donc des grandes cages d'escalier éclairées, qui desservent chacune 2 logements ou 3. Et ça donne comme ça en volume ces grandes barres qu'on voit un petit peu partout, mais qui ont d'immenses qualités, notamment puisqu'on retrouve des logements qu'on appelle traversants, c'est-à-dire des logements qui profitent d'une double orientation, que ce soit nord-sud ou ouest-ouest. L'intérêt des doubles orientations, ça va être notamment l'ensoleillement. Ça va permettre d'avoir au moins une façade ensoleillée toute la journée. Et le deuxième intérêt, c'est la ventilation naturelle, parce que c'est des logements qui permettent à l'air de circuler, ce qui fonctionne évidemment pas du tout ici sur des logements mono-orientés, et je pense aussi beaucoup moins bien sur des logements qui sont double orientés. Mais ce qui est sûr, c'est que cette typologie-là ne fonctionne pas avec notre bâtiment. Parce qu'évidemment, avec un bâtiment très épais comme le nôtre, on va avoir beaucoup de mal à faire un plot. Ça va nous donner des trucs biscornus, c'est même quasiment infaisable. On aura des surfaces de logement beaucoup trop grandes et pas assez de linéaire de façade, et donc on pourra évidemment pas mettre toutes les pièces qui sont nécessaires et qui ont besoin d'une ouverture sur l'extérieur. Même problématique sur les barres, déjà ce serait aberrant de faire des cages d'escalier traversantes, et on retrouverait des logements absolument géniaux sur les bords avec des immenses linéaires de façade, et au milieu des logements trop nuls qui seraient complètement dans le noir. Et ça ne nous arrange pas évidemment, puisque les typologies classiques de logements collectifs ne fonctionnent pas avec ce bâtiment, malheureusement. Mais quand on creuse un petit peu dans l'histoire de l'architecture, il existe des formes qui pourraient répondre à notre problématique. Alors elles sont très peu communes parce que très coûteuses certainement, mais c'est le principe de cloître, dont la forme est reprise régulièrement dans l'histoire de l'architecture. L'idée, c'est de développer un bâtiment avec une circulation en son centre, mais qui tourne autour d'un patio, ce qui va permettre de desservir des logements avec des grandes qualités, parce qu'on va être capable d'offrir des logements qui sont traversants, qui ont des doubles orientations et qui profitent ici d'un jardin intérieur. Il y a des très belles références comme le Familistère de Guise, qui est quand même daté, hein, c'est une époque, mais sinon toutes les formes claustrales, toutes les architectures religieuses avec le cloître qui est en fait la circulation autour du jardin central. Et ça ramène aussi parfois à des idées de communauté, de choses comme ça, quelque chose d'assez vertueux, d'assez sympa en tout cas, qui remettent en question la manière dont on conçoit le logement collectif et on conçoit la collectivité, le vivre ensemble. Et ça, c'est notre solution. Je me suis fait un petit café. Puisque je suis fatigué. J'ai pris des congés pour faire cette vidéo. J'ai tout à fait le droit de me reposer, ne me reprochez rien, non. Vous n'êtes pas une figure d'autorité pour moi. C'est ma pause syndicale, ça fait 1 heure que je tourne, je pense que ça a dû faire 5 minutes de vidéo, qu'importe. Et donc, on a notre solution ici pour transformer cette usine en immeuble de logement. Et la condition, ça va être de réaliser un énorme trou dans sa structure intérieure, sur l'ensemble des étages, pour dégager comme ça un immense patio. Et ça paraît radical dit comme ça, mais le fait est que cette structure est tout à fait adaptée à ce type d'intervention, parce que comme l'ensemble des planchers intérieurs repose sur une structure métallique qui est plutôt flexible, ça nous permet de démonter facilement une partie de la structure, et comme la trame de poteau est redivisée, ça n'impacte pas le reste des planchers, le reste de la structure, donc c'est tout à fait faisable et c'est même très logique. Et en fait, le travail qu'on va faire sur cette usine, avant tout, ça va être un travail d'évidement. On va retirer de la matière pour permettre d'accueillir un projet. Ça passe par le patio à l'intérieur, mais aussi par les menuiseries qu'on peut retirer comme ça assez facilement, puisqu'évidemment on va devoir les changer. Et on peut même éviter des parties pleines comme ça qui ont été souvent remurées, et c'est le cas par exemple des rez-de-chaussée. Mes voisins commencent à faire du bruit de zinzin. Et une fois ce curage terminé, on se retrouve ici avec la base de notre projet, qui est assez joli, qui est assez léger, mais qui a en réalité pas demandé non plus beaucoup de démolition. Et ça va nous permettre ici de dégager un patio qui sera un jardin, et l'ensemble des murs périphériques ici qui sont évidés et qui sont capables aujourd'hui d'accueillir de nouvelles menuiseries adaptées à des logements. Et c'est assez drôle parce que dans cet état, on comprend bien la logique structurelle de ce bâtiment. On est vraiment sur toute une périphérie en briques avec des piliers qui vont faire la structure.
des remplissages légers qui vont permettre de développer des ouvertures avec des reprises ici par des éléments métalliques, la tour ici qui a une structure un peu indépendante, et la structure intérieure qui a une structure métallique ici, avec des éléments qui reposent d'une part sur les piliers en briques et d'autre part sur ces petits poteaux métalliques qui sont très mimi, avouons-le, et je pense qu'on pourra même évidemment les réemployer. Alors on pourrait pas se contenter seulement, je pense, de refermer ici le patio ou de créer une circulation à l'arrière, parce qu'évidemment on aurait des logements qui seraient beaucoup trop fins. C'est pourquoi on va rajouter une nouvelle structure qui serait plutôt indépendante ici et qu'on va construire au milieu du patio. Et on développe ça sur tous les étages avec des matériaux qui seront plutôt des matériaux contemporains. Ici j'ai mis du parpaing. Écoutez, on ne peut pas être parfait partout. Ce n'est pas très écolo, mais c'est plutôt économique. Donc ce mur de parpaing qui va venir supporter le nouveau plancher et qui va déborder ici pour former des coursives qui sont en réalité des circulations extérieures. Et comme rien ne se perd et tout se transforme, parce que je suis quand même un petit peu écolo, on réemploie les structures qu'on a démontées juste avant pour venir soutenir la partie coursive. Comme ça on a quelque chose d'assez vertueux, assez simple, et l'intervention finalement s'arrête là. J'y ai ajouté évidemment ici un gros bloc qui va être le bloc de l'ascenseur et de l'escalier pour desservir l'ensemble des coursives sur tous les étages, et sur le toit, pour augmenter la capacité de logement de cette opération, une petite extension qu'on veut pas très haute pour qu'elle soit le plus discrète possible. Et finalement notre intervention en gros œuvre, on va dire en structure, elle s'arrête ici. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'ingénieur dans la salle parce que je sais pas du tout sur quoi reposent ces murs-ci. Peu importe, j'en fais déjà assez, ça suffit. Et sur cette base, du coup, on va pouvoir rediviser les cellules de logement. Et ici, on va être plutôt contraint par la trame structurelle de l'existant, notamment la position des piliers qui vont nous obliger à rediviser des logements à la perpendiculaire des piliers. Et d'autre part, il y a des données qu'il faut prendre en compte dès maintenant pour définir les cellules de logement, parce qu'on peut déjà anticiper les qualités qu'on va proposer. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir des logements les plus qualitatifs possibles, donc notamment développer des grands séjours dans les angles, et d'avoir quelque chose d'assez rationnel, c'est-à-dire des cellules qui se répètent pour que ce soit plus simple à faire, tout simplement, que ça prenne moins de temps. Et donc je vais faire 5 cellules de logement par étage, avec 2 cellules ici en symétrie qui vont accueillir des logements avec 2-3 chambres, les séjours qui seront dans l'angle, les chambres qui seront par ici, et certainement ici toute la technique avec les salles de bain. Par ici, je vais rajouter une cellule qui sera à peu près du même type, et on aura 2 dernières cellules un petit peu plus spécifiques qui vont accueillir d'autres types de logements. Ici, un logement qui va un peu subir la cage d'escalier et l'ascenseur, et dans lequel on pourra développer, je pense, 2 chambres. Et un dernier logement ici qui est un petit peu moins intéressant, qui a un petit peu moins de qualité, un logement avec une seule chambre. Et c'est vrai que parfois on s'autorise à faire des logements un petit peu moins qualitatifs, quand il s'agit notamment de petits logements. Mais on le fait avant tout pour prioriser la qualité sur les autres logements, parce qu'on serait pas capable d'assumer de telle qualité sur ces logements-ci si on n'en mettait pas un petit peu moins par là. On va reproduire ça évidemment sur tous les étages, donc on a nos petites cellules ici qui fonctionnent assez bien. Au dernier étage, on va proposer quelque chose d'un peu particulier, parce que l'idée, quand on fait notamment des extensions sur les toitures, c'est de pouvoir proposer des logements un peu atypiques, en tout cas des logements qu'on n'aurait pas été capable de proposer sur les étages du dessous. Et on va travailler ici 2 grands logements qui vont être un peu finalement des maisons sur le toit, des grands logements avec énormément de façades qui bénéficient tout autour de terrasses, comme si on retrouvait finalement une maison dans un jardin. Dans ces logements là, on va retrouver aussi beaucoup plus de chambres, donc ça va nous permettre d'avoir des logements plutôt variés dans la taille qui vont s'adapter à plusieurs types de foyers. Et maintenant, pour clore ce bâtiment et pour lui donner une dimension un petit peu plus résidentielle, on va retravailler un peu ses ouvertures. L'idée, ça va être pour certaines de retrouver les mêmes dimensions et les mêmes qualités avec un autre dessin de menuiserie qui est plus adapté à du logement. Et sur d'autres, on va pouvoir proposer comme ça des grandes portes-fenêtres qui vont donner sur des balcons. Je ne sais pas jouer à ce jeu, non. Des balcons qui vont être comme ça des éléments rapportés sur la façade et qui vont ramener aussi dans l'usage des espaces extérieurs qui sont plutôt privatifs, en contraste évidemment avec l'espace extérieur de la coursive qui est plutôt un espace commun. Tout ça, mis bout à bout, ça va donner cet aspect-ci à la façade qui est vraiment très sympathique. Ça donne vraiment une dimension beaucoup plus contemporaine à l'opération, avec notamment la redivision des menuiseries et les balcons. Ça donne aussi et surtout ce sentiment que le bâtiment est venu être habité un petit peu comme si des petits oiseaux étaient venus faire leur nid ici et là. Et au niveau des matériaux, notamment sur l'extension sur le toit et dans le patio, je suis venu ajouter un petit bardage en bois brûlé noir pour rester évidemment dans la colorimétrie du bâtiment existant. Ça, c'est mon petit côté, j'aime bien le patrimoine. Et je suis un peu écolo. En tout cas, l'idée, ça va être d'effacer au maximum cette extension sur le toit qui sera quasi pas visible depuis la rue, et de donner aussi un aspect un petit peu plus contemporain à l'intérieur de l'opération avec ce patio que je suis venu aménager ici avec un petit jardin d'eau qui va permettre de traiter les eaux de pluie pour les infiltrer dans le sol. Et j'ai ici fait quelque chose d'un petit peu plus spécifique au niveau de l'accès de la cage d'escalier et de l'ascenseur pour rompre un peu avec la rigueur de
de la coursive et surtout indiquer là où se trouve la sortie. Parce qu'évidemment, ça peut arriver d'être un petit peu perdu dans sa coursive, notamment après une grosse beuverie. On y pense pour vous, bande d'ivrognes que vous êtes à regarder mes vidéos. Donc on indique comme ça où se trouvent les issues, avec quelque chose d'un petit peu dessiné, une petite courbe, j'aime bien ça, c'est mignon. Et au rez-de-chaussée, ici j'ai développé toute la partie de l'entrée, sur l'ensemble de la surface de cette cellule un petit peu merdique là, qu'on va aménager après, y a pas de souci. Avec des locaux techniques, certainement un petit local poubelle, Mimi, et un local vélo, un grand hall traversant qui permet de voir derrière le petit patio, avec des sas thermiques pour éviter de tout refroidir, des petites boîtes aux lettres, et tatati, et tatata. Quelque chose de très mignon, moi je trouve que ça marche assez bien, en tout cas dans la division des cellules, et dans la composition générale avec la circulation verticale, l'entrée ici. L'entrée qui se trouve à un endroit assez stratégique, juste à côté de cette tour-là, qui va venir indiquer là où se trouve l'accès au bâtiment, naturellement. On fait pas de chichi, on fait pas de petits... On profite de ce qu'il y a d'existant pour faire du projet, tout simplement. On magnifie. Moi je suis un magicien, non je ne suis pas un magicien. Je suis esthéticienne du bâtiment. J'arrive à capter la beauté des choses et à les magnifier, tout simplement. Ça marche très bien, hein, ça marche très bien. Arrêtez, ne me complimentez pas. Et sur toute la périphérie, j'ai quand même développé un projet paysager, parce qu'évidemment je suis architecte, mais j'aime bien aussi le jardin, les plantes, tout ça. Et c'est surtout une condition indispensable pour pouvoir gérer des logements en rez-de-chaussée. C'est jamais facile d'avoir des logements en rez-de-chaussée, mais déjà là, on a l'avantage d'avoir un rez-de-chaussée qui est légèrement surélevé, donc ça met un peu à distance par rapport à l'espace public. Et en plus de ça, on vient développer un petit jardin assez dense avec de la végétation qui va venir créer des filtres entre l'espace public et le logement. Et sur cette partie, j'adore, c'est trop mignon, des petits jardins intérieur, extérieur, un petit peu japonisant, ça je trouve ça très beau. Et on le fait pas assez dans l'architecture. Donner des points de vue comme ça, depuis l'intérieur du logement, ça je trouve ça magnifique. Écoutez, je trouve ça magnifique. On a très rarement, je trouve, ces situations-là, la capacité de voir depuis l'intérieur de chez soi, l'enveloppe extérieure de ce qui nous couvre, de ce qui nous protège, de ce dans lequel on vit tout simplement. C'est ça, habiter, je pense. C'est vraiment ça. En tout cas, ça amène un petit peu de poésie à cette opération et un charme, on va dire, tout à fait remarquable. Et j'en ai pas parlé effectivement de cette petite tour ici qu'on n'a pas traitée. Je sais pas quoi en faire. Honnêtement, de cette petite tour, je vais pas faire un dressing, je vais pas faire un... Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un night club avec des bars de pole dance? Non, je ne sais pas du tout quoi en faire. Je l'ai conservé en l'état actuel en me disant que je le justifierais pour la mémoire de ce bâtiment. Un petit peu vestige de son usage passé, cette tour qui reste ici comme ça dans l'état existant avec l'escalier qui est maintenu pour un accès secondaire sur le toit, je sais pas. Peut-être c'est des gens très riches qui vont arriver dans ces logements là-haut et ils voudront avoir une entrée indépendante, loin des pauvres et ne pas croiser leurs voisins qui payent un loyer très peu cher. Qui sont-ils? Je ne sais pas. En tout cas, il y a du potentiel, mais je l'ai laissé comme ça. Ne m'en voulez pas. Et pour finir, parce qu'on a parlé du jardin intérieur, on a parlé du jardin périphérique, mais on n'a pas parlé du jardin sur le toit. Ici, petite toiture terrasse végétalisée, juste pour le style. Mais évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, on n'a pas fini. Restez, ça fait 2 heures que je tourne cette vidéo. Restez, évidemment, puisque maintenant on va regarder la division même des logements, l'aménagement. Comment on va réaliser l'aménagement de ces logements qu'on a déjà anticipé, rappelez-vous, avec notamment, on a dit des grands séjours en angle, des chambres un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On sait globalement la structure, en tout cas moi je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi toute une méthode très spécifique pour développer l'intérieur d'un logement, puisqu'on ne le fait pas n'importe comment. Attention, je suis très pointilleux sur ça, on ne fait pas ça n'importe comment s'il vous plaît. L'objectif principal, ça va être de maximiser les surfaces pour des surfaces de pièces de vie, et à côté de ça, avoir une réflexion assez rationnelle sur l'implantation des espaces, on va dire techniques, les pièces d'eau, les cuisines, de manière à ce qu'on puisse les regrouper tous ensemble, pour une question simplement de coût, parce qu'au plus on va multiplier les arrivées d'eau et les évacuations, au plus ça va être cher, et au moins c'est intéressant. Parce qu'on ne veut pas payer des logements une fortune. Alors moi, mon rôle en tant qu'architecte, c'est de faire ça le plus économique possible pour que on puisse mettre le maximum d'argent dans la qualité des pièces de vie, des ouvertures, tout ce qui intéresse vraiment les gens, et pas les tuyaux de chiottes, quoi. Les tuyaux de chiottes, on s'en fout.
personne n'aime les tuyaux de chiottes. Je suis en roue libre. On va déjà se concentrer sur cette cellule-là, qui est une cellule qui se répète 3 fois par étage. Je suis désolé de dire cellule, c'est un jargon. Vraiment... On va suivre ici aussi évidemment la division de la structure existante. Donc notre fameux séjour qui va se retrouver ici dans l'angle avec 3 immenses fenêtres. Enfin c'est ultra généreux, j'adore ce séjour. J'adore ce séjour. Où on pourra développer ici certainement la cuisine, avec par ici peut-être un cellier, dans cet espace qui est un peu résiduel. Et de ce côté-ci, on peut développer 2 grandes chambres déjà, qui ont franchement des belles surfaces et qui ont aussi de très très belles ouvertures. Je pense que les enfants vont se battre ici pour avoir la chambre avec le balcon. Et de ce côté, on va déjà dégager assez d'espace pour pouvoir rentrer dans la chambre. Et je pense qu'on peut développer une 3e chambre ou un bureau qui s'ouvrirait ici sur la coursive. Ici, la salle de bain et juste à côté, les toilettes qui vont nous permettre de dégager une entrée à cet endroit. Et on a une logique comme ça de pièces de vie qui filent tout le long de la façade avec cet immense séjour en double orientation. Les grandes chambres, les chambres principales ici qui s'ouvrent vers la rue et une chambre secondaire ou un bureau qui va s'ouvrir sur la coursive. Et je dis une chambre secondaire parce qu'évidemment on est sur des situations où le rapport à l'extérieur est un peu plus compliqué, puisqu'on va avoir des fenêtres qui vont donner sur des espaces de circulation, où il y aura potentiellement des voisins qui vont passer devant la fenêtre. C'est pour ça qu'on va développer ici toute cette bande technique qui va accueillir la salle de bain, les toilettes, des rangements, et certainement un cellier, qui vont avoir l'avantage, notamment pour les pièces d'eau, de pouvoir être aérées parce qu'ils auront des fenêtres qui seront sur l'extérieur. Et c'est très rare aujourd'hui de pouvoir ventiler nos salles de bain, donc profitons-en quand on le peut. Mais évidemment, on va travailler des ouvertures un peu différentes, qui seront plutôt des ouvertures hautes, pour éviter qu'on ait des vues sur la salle de bain. Ce serait extrêmement gênant, je vous l'avoue. Et j'aime beaucoup cette fenêtre-là parce qu'il y a un vocabulaire un peu avec ce contour comme ça en bois qui vient cintre. Un truc un petit peu plus intime, un petit peu plus... cosy. J'aime beaucoup cette composition. Et enfin cette porte d'entrée ici qu'on peut aussi faire vitrer et qui va permettre d'éclairer ce couloir. Et quand je rapporte cette logique ici sur l'ensemble des logements, on comprend bien ce qui se passe. On retrouve bien aux 4 coins ici nos immenses séjours double orientés sur les grands logements. Sur ces parties ici, les chambres. Et entre ces espaces de vie et la coursive, une épaisseur un peu technique qui va accueillir ici une première salle de bain, des toilettes, des rangements pour l'entrée, une autre salle de bain, parce que pourquoi pas, écoutez on est déjà sur un logement avec 3 chambres, une salle de bain c'est un peu court, et ici sur la cuisine, un cellier qui va permettre de ranger tout le bordel. Et à l'échelle du logement ça marche assez bien. Et à l'échelle du logement, ça marche assez bien parce qu'on a ici l'espace de jour qui est vraiment séparé de l'espace de nuit. Et au niveau de ses qualités, on est vraiment sur quelque chose d'ultra généreux. Et moi honnêtement j'aime bien aussi les dessins un peu rectilignes et les logiques. On a ici compacté toutes les pièces d'eau pour être le plus économique possible. Et on est sur un dessin assez rationnel. Moi j'aime beaucoup quand c'est très rectiligne. Je suis quelqu'un de névrosé et j'aime beaucoup les lignes droites. J'aime la géométrie, j'aime les choses réglées, j'aime avoir un cadre. Je déteste la perte de contrôle. J'en parle en ce moment avec mon psy. J'ai besoin de thérapie. J'ai besoin de thérapie et de géométrie. En tout cas, voilà, je ne suis pas peu fier de cet aménagement, qu'on se le dise. Et on retrouve une logique qui va être totalement différente sur ces 2 logements-ci. Le plus grand logement qui va accueillir ici une chambre d'un côté, une chambre de l'autre. Celle-ci avec la même logique d'association à l'entrée et à la salle de bain pour que tout soit à proximité. Et celle-ci qui sera plutôt dans l'extension du séjour. Évidemment, on ne peut pas être parfait partout. C'est un peu le logement nul. Ça c'est le logement nul, c'est les personnes qui ont pas trop les moyens, peut-être, je sais pas. Effectivement, le séjour il est pas traversant. Je vais pas appuyer là-dessus, je vais pas défaire tout ce travail-là. Vous n'allez pas me reprocher ça, je vous l'interdis, je vous l'interdis. Ce logement est moins bien, je vous l'accorde, mais on a quand même 3 superbes logements sur chaque étage. Un logement tout à fait agréable et qui n'a rien à voir avec mon putain de studio dans lequel je vis actuellement et je n'en peux plus. Sortez-moi d'ici. Et ce petit T2, moi qui est mon préféré honnêtement, je sais pas, il y a un truc un peu cosy. Moi j'aimerais bien habiter là-dedans. Petit T2 avec une immense chambre. On se le disait, cette chambre est immense. En tout cas, absolument convaincu par ce que ça produit. Je vais passer évidemment à l'aménagement, je vais pas laisser ça comme ça. Rassurez-vous. Et je vous retrouve pour le résultat final. Et voici le résultat final de cette réhabilitation, qui est fort jolie. Réhabilitation d'une usine en immeuble de logement collectif, qui paraissait pas très glamour au début, je vous l'accorde. Mais regardez-le, comme c'est beau, comme c'est très très beau. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la composition des façades. Une dynamique ici avec les balcons qui chantent. Les balcons chantent, on dirait des petites notes de mélodie comme ça, qui disent
J'ai un peu rationalisé ces terrasses-ci en créant notamment des retraits, une logique de retrait par rapport au volume existant qui est celui de la toiture ici, pour permettre de dégager des espaces extérieurs au niveau des pièces de vie. Ici, de belles terrasses sur les séjours et à l'arrière, de belles terrasses sur les chambres qui n'auront strictement aucun usage, mais ça, on s'en fout. Ici, pour réduire un maximum les circulations, je suis venu développer un grand séjour qui va desservir à l'arrière les pièces de nuit, avec à l'entrée une salle de bain, des toilettes et un petit rangement. Un grand séjour ici qui est vachement mignon. J'ai fait un aménagement, mais c'est magnifique, regardez ça. J'ai essayé de tirer parti, on va dire, des circulations qui sont quand même discutables pour créer des grands linéaires de logement. Et là ici, franchement, on est sur des cuisines à l'américaine. On est vraiment sur des cuisines à l'américaine. Grande cuisine ouverte sur un séjour qui est franchement très généreux et qui s'ouvre ici sur cette magnifique petite terrasse. C'est adorable, c'est adorable. Dans la partie nuit, un petit bout de couloir ici qui va desservir non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 chambres. Je vous ai dit que ça allait être des grands logements et avec évidemment une seconde salle de bain parce qu'une ce serait un peu trop chiant, sachant surtout que la deuxième se trouve à 40 km de la chambre. Les toilettes également, donc si vous voulez aller pisser la nuit, il faut prévoir une gourde. C'est un véritable marathon. Évidemment, une logique de symétrie, c'est le même logement d'un côté et de l'autre. En tout cas, ça marche très très bien. Et ici, l'aménagement que j'ai proposé pour ces séjours, pareil, avec une petite cuisine ouverte, îlot central, un espace qui est dégagé ici pour la salle à manger et un espace un petit peu plus confiné, cosy, mimi, où on développe le salon et le coin TV. Je ne suis pas adepte des TV, mais j'ai mis quand même des télés. Petite chambre d'enfant, ici très sympathique, et chambre parentale à ce niveau. Ici, cette fameuse chambre secondaire ou bureau qui s'ouvre sur la coursive. Et ici, notre fameux T2 dans lequel j'aimerais évidemment vivre. Regardez-moi cette lumière, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. J'ai vraiment du talent. Oh, enfin, quand je vois ça terminé, je me dis, franchement, beau gosse. Le fameux grand séjour avec ici une immense cuisine, qui est pas ma cuisine de merde là, saoule. Une immense chambre dans laquelle vous pouvez même mettre des bureaux, vous pouvez faire n'importe quoi dans cette chambre. Vous pouvez ouvrir un commerce, c'est immense. Et cette salle de bain, c'est un studio à Paris ça. C'est un studio à Paris. Regardez ce qu'on peut faire avec de l'existant. Mais c'est ça que je voulais vous prouver. Quelles qualités on peut retrouver qui sont beaucoup plus généreuses que dans du logement neuf grâce à des réhabilitations d'existants. Et je trouve que c'est assez parlant quand on le voit comme ça. Finalement, on voit qu'on n'a pas fait énormément d'interventions, on n'a pas construit énormément de choses. Les matériaux qu'on est venu additionner au bâtiment sont pas nombreux, sont pas en masse. Et pourtant, on retrouve des logements avec une très très grande qualité qui profitent notamment des grandes hauteurs sous plafond qui existaient déjà. Et des immenses ouvertures. C'est sûr que ça coûte pas rien. Mais ces immenses ouvertures qui étaient aussi déjà là. Et ce système de coursive intérieure, de patio qui est vraiment très très intéressant ici, qui produit quelque chose d'assez mignon, on va se le dire. En tout cas, ça ajoute une dimension au logement collectif qu'on connaît pas trop, qui est celle de l'espace partagé, de l'espace extérieur partagé, la coursive, le jardin commun, et qui, je pense aussi, sont des formes qu'on devrait un petit peu plus développer, parce que des dispositifs spatiaux comme ça sont aussi des occasions de créer des rencontres, et évidemment, on manque de rencontres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut créer des lieux qui sont plus propices à la rencontre et à la communauté, tout simplement. Permettre aux gens de se réunir et de se soutenir. Moi, je trouve ça très très beau. Je trouve ça très très beau. Très très beau comme cette opération, évidemment. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter ce travail-ci, qui m'a pris, j'avoue, beaucoup de temps. C'est un sujet, pour moi, le sujet du logement, qui me tient vraiment à cœur, et j'aimerais vraiment beaucoup faire d'autres vidéos sur cette thématique. Je pense honnêtement qu'on devrait permettre à chacun d'adopter un regard plus critique sur la manière dont on produit du logement. Et ce qui est dramatique pour moi, c'est qu'on n'a plus la main sur les lieux dans lesquels on habite et qu'on n'a pas vraiment notre mot à dire parce que de toute manière, on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça se passe. Et si j'ai pu aujourd'hui vous prouver qu'on peut faire autrement et mieux, sans pour autant être totalement irréaliste, c'est vraiment une opération qui existe, ça fonctionne même très très bien. Ça veut dire qu'on est capable de changer les choses. Et bien cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, si vous êtes toujours là. Merci également pour votre soutien sur cette chaîne, n'hésitez pas évidemment à partager, commenter, liker cette vidéo, ça me permet de faire évoluer un petit peu la chaîne et j'espère pourquoi pas
la relancer un petit peu, puisque je me suis mis comme objectif en 2025, comme je vous ai dit la fois dernière, il y a un an, de relancer un petit peu mes vidéos, mais j'ai trouvé un système qui fonctionnera certainement un petit peu mieux, Mélo, qui est au montage et qui va m'aider à faire aboutir ces projets de vidéos à côté de mon travail. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que je puisse la payer correctement, alors n'hésitez pas à m'aider à générer un maximum de revenus, donc partagez en masse, réagissez en masse, faites en sorte qu'on soit référencé, et ça me permettra de faire aboutir ce projet-là, et ce serait très très chouette. Je suis un peu ému. Merci beaucoup. Merci pour tout, et je vous embrasse. Bise.